Monsieur Medid Saada, bonjour. Bonjour madame et merci pour l'invitation. Alors le nouveau schéma d'aménagement du territoire est en cours d'actualisation puisqu'entre-temps il y a eu de nouvelles donnes sur les plans politiques, économiques, social et environnemental. Création aussi de nouvelles wilayas au sud et prochainement au niveau des hauts plateaux. C'est dans le programme du gouvernement. Quand on parle aujourd'hui d'actualisation du schéma national d'aménagement du territoire, qu'est-ce que cela comprend exactement, monsieur Saada? Merci pour cette question importante. Comme vous le savez, qu'il y a eu un schéma d'aménagement territoire prôné par la loi 1002 du 29 juin 2010. Et 10 ans après, il faudrait que ce schéma soit actualisé pour prendre en charge tous les changements qui se font au niveau national et au niveau international par rapport à l'environnement, par rapport au social, par rapport à l'économique. Vous savez qu'il y a des nouveautés qui vont par rapport au programme de M. le Président de la République pour le prendre en charge. Et bien sûr, dans le cadre de cette étude, de nouveaux, je dirais, programmes d'aménagement ont été introduits relatifs à la numérisation des territoires par rapport au développement social, au développement économique. Et ce schéma doit être actualisé pour se mettre au diapason de l'actualité actuelle. Vous explorez de nouveaux territoires, de nouvelles zones. Parmi les priorités, c'est les zones frontalières aujourd'hui. Monsieur Saada? Oui, bien sûr, le schéma national d'aménagement du territoire prend en charge l'ensemble du territoire et particulièrement ce qu'on appelle les espaces sensibles tels que les espaces de montagne, les espaces oisiens et les espaces frontaliers. Et les espaces frontaliers hautement stratégiques et sensibles dans notre pays, vous savez, c'est des espaces quand même qui occupent une importante superficie. Plus de 39% du territoire national est occupé par les espaces frontaliers, mais qui sont occupés uniquement par 2,24% de la population. Donc c'est des espaces à repeupler dans le cadre de ce schéma qui est basé sur 5 lignes directrices. On a rajouté une 5e par rapport à l'ancien schéma, qui sont la durabilité de la ressource, le rééquilibrage territorial, l'équité territoriale, l'attractivité des territoires et bien sûr on a rajouté une nouvelle ligne directrice qui est la gouvernance, qui était une ligne qui était dissipée sur les 4 autres lignes avec 4 programmes d'action territoriaux qui sont une nouvelle stratégie. Alors quand vous parlez que ce sont des zones aujourd'hui à repeupler, l'occupation des territoires est devenue une exigence tant sur le plan politique que géopolitique, si on prend en compte bien sûr les questions d'actualité, hein, monsieur Saada. Permettez-moi, en parlant de ces espaces, bien sûr, de saluer tous les efforts qui sont faits sur le plan sécuritaire par nos forces de l'ANP, de la gendarmerie, de la police et de la douane, qui sécurisent notre territoire sur le plan sécuritaire et sur le plan économique. Bien sûr, le schéma national du territoire, permettez-moi de vous lire un petit peu un passage de ce schéma qui dit que chacune des parties du territoire national, y compris les zones frontalières, est un élément de notre patrimoine et nous devons reconnaître à chacune d'entre elles le droit de se développer, de prospérer, et ce, dans le cadre d'une stratégie globale et maîtrisée. Donc, vous voyez que le schéma national d'aménagement du territoire accorde une importance capitale à ces espaces et qu'il faudrait maintenant repeupler. Bien sûr, ces espaces ont bénéficié dans le cadre des zones d'ombre d'un grand programme je dirais, de développement social, mais il faudrait actuellement les accompagner par rapport à un nouveau programme, ce qu'on appelle le programme de développement économique de ces espaces. Alors, mais quand on parle aujourd'hui de la nécessité de repeupler ces territoires pour les zones frontalières, on sait aujourd'hui qu'il y a des études qui sont en voie de finalisation. Elles sont réalisées avec l'ensemble des secteurs pour éviter bien sûr des erreurs ou chevauchements de prérogatives entre les uns et les autres. Et c'est souvent ça qui souvent crée des blocages pour l'applicabilité de certaines décisions qui sont prises au plus haut niveau de l'État. Mais quand on parle aujourd'hui aussi de ces zones et leur importance,
conséquences, les perturbations que connaissent certains pays à nos frontières, est-ce que ça fragilise ces zones ou est-ce que ça rend la priorité de ces zones pour les développer la priorité de toutes les priorités? Absolument. Vous savez, Parce qu'on sait qu'un territoire qui n'est pas occupé, c'est un territoire perdu. Perdu. Comme vous l'avez si bien dit, vous savez qu'on a quand même des frontières qui sont très importantes, 6385 km de lignes frontières terrestres, avec 7 pays frontaliers. Sont rares les pays au niveau de la planète qui ont 7 pays frontaliers. Et vous savez, les situations de nombreux de ces pays. On a 16 wilayas frontalières, 57 communes, et on a un linéaire frontalier qui est hétérogène du nord au sud. On a des zones frontalières du littoral, des zones frontalières de montagne, des hauts plateaux et du sud. De ce fait que le Sénat a défini 9 zones frontalières, qui sont 3 sur le nord, 2 sur les hauts plateaux et 4 au sud. C'est la zone frontalière du littoral oriental, la zone frontalière du tel oriental, du tel occidental, haut plateau est et haut plateau ouest, sud-est, grand sud-est et grand sud. Mais si on devait les déterminer par wilaya, c'est lesquels? Alors, vous avez les wilayas qui composent ces zones frontalières, sont les wilayas de El Tarf, Sougahraz, Tlemcen, Tebessa, Naama, El Oued, Ouergla, Ilizi, Janet, Tamanrasset, Ain Gizem, Adrar, Borj Badji Mukhtar, Tindouf, Bachar et Bni Abbas, qui totalisent 57 communes. Et ces communes frontalières, actuellement, posent un problème en matière d'aménagement territoire par rapport à leur position géographique, qui sont un petit peu éloignées de ce qu'on appelle des villes, des grandes villes et des zones de développement. Donc, l'exemple de la zone frontalière du littoral du Tel, qui se situe sur la wilaya de Tlemcen à l'ouest et El Tarf à l'est. Ce sont des espaces densément peuplés et équipés parce que c'est des wilayas du nord. Elle s'appuie sur un semis de villes telles que Tlemcen, Maghnia, Nadroma, Ghazawat à l'ouest et El Qala à l'est. Elles sont polarisées de manière plus large par les métropoles d'Oran à l'ouest et Annaba et Constantine à l'est. Par contre, les zones frontalières de montagne qui se trouvent à l'est dans les wilayas d'Al Tarf et de Sougahraz, à l'ouest dans la wilaya de Tlemcen. Ces montagnes en retrait du littoral présentent des reliefs escarpés et constituent des obstacles aux communications. Donc, c'est des espaces enclavés, peu denses, peu équipés. Les zones frontalières des hauts plateaux se trouvent dans la wilaya de Naama à l'ouest et de Tebessa à l'est. Elles présentent des profils contrastés entre l'ouest et l'est. Les hauts plateaux est sont plus denses et davantage polarisés par les villes de Tebessa, Bir al-Ater et El Wanza. Et les hauts plateaux ouest, ils sont dépourvus de localités importantes, donc c'est des zones très enclavées. Et on a les grandes zones frontalières qui sont situées au sud, une superficie considérablement plus vaste, développement qui présente ce qu'on appelle le développement en archipel, avec des relations transsahariennes entre les pays subsahariens. Voilà globalement la présentation de manière typologique de ces espaces. Alors bien sûr par rapport à ces espaces, ces zones frontalières, parmi elles bien sûr il y a les nouvelles wilayas nouvellement créées dans le cadre de ce découpage, puisque vous avez donné quelques-unes d'entre elles, dans par exemple Janet. Est-ce qu'on peut considérer que vous prenez aussi en considération les potentialités de chaque wilaya pour mettre en place un véritable plan qui soit bien sûr en harmonie avec les besoins des populations au niveau local? Et est-ce qu'elles sont associées bien sûr dans le travail que vous êtes en train d'engager actuellement, Monsieur Saada? Parfait. Donc, comme vous le savez, le schéma national d'aménagement territoire se décline sur le plan territorial en étude de ce qu'on appelle les schémas régionaux, ce qu'on appelle les espaces de programmation territoriale. Il se décline également en plan d'aménagement territoire de wilaya. On en a finalisé 48 et on va engager prochainement les 10 plans d'aménagement territoire des wilayas nouvellement créés, les 10 wilayas du Sud. Et sur le plan espace sensible, ces études se déclinent pour le développement des zones de montagne, développement des zones frontalières et des espaces oisiens. L'ensemble de ces espaces définis par le SNAT, les 9 zones frontalières, font objet d'une étude d'aménagement et de développement de ces espaces. Ces études
bien sûr, se base sur un diagnostic global des potentialités de ces wilayas, afin de permettre de mettre en œuvre et de mettre en exergue toutes ces potentialités et de proposer ce qu'on appelle le plan-programme de développement. C'est des projets intégrateurs et intégrés pour développer, pour donner, pour créer de la richesse et de l'emploi par rapport à ces espaces. Je l'ai dit que ces espaces ont bénéficié dans le cadre des zones d'ombre de projets structurants. Maintenant, il faudrait les accompagner sur le plan économique. Des projets structurants, de quel ordre, par exemple? Des projets structurants qui, en fonction des potentialités de chacune des wilayas. Vous savez, par exemple, les wilayas du Sud, il y a deux principales composantes, c'est le tourisme et l'agriculture. Pour les wilayas des La réalisation des routes aussi, c'est important. Oui, ça c'est important. Ça, c'est les infrastructures de base qui accompagnent tout développement. On a la réalisation des routes, l'énergie, l'eau, ça c'est des éléments de base pour investir et pour attirer les investisseurs. Et l'ensemble de ces études sont suivies et validées par ce qu'on appelle les comités de validation. Au niveau central, c'est l'ensemble des secteurs et des ministères et des grandes entreprises nationales. Et à l'échelle de la wilaya, il y a un comité de suivi de wilaya de validation de l'ensemble de ces études qui nous accompagne le long de l'élaboration de ces études et de valider à chaque fois qu'il y a un rapport et un rendu. Alors, par rapport à cet aménagement du territoire, aujourd'hui, est-ce qu'on fixe aussi parallèlement les priorités en termes de développement, puisqu'on parle bien sûr du schéma national d'aménagement du territoire, qui est en cours d'actualisation. Il a été adopté il y a pratiquement de cela 20 ans, et je me souviens vous avoir reçu il y a quelques années déjà sur ce plan d'aménagement du territoire à l'époque, et beaucoup de ces dispositions n'avaient pas été malheureusement appliquées. C'est un projet ou c'est un schéma qui a été enfoui dans le tiroir. Aujourd'hui, on le sort des tiroirs, on essaye de l'actualiser. Est-ce qu'on prend aussi en considération tous ces aspects en impliquant aussi la société et la société civile? Absolument. Parce que tout projet est voué à l'échec si on n'implique pas directement les concernés, c'est-à-dire les populations locales. L'ensemble des études d'aménagement du territoire ont été élaborées dans le cadre d'une concertation la plus large possible. C'est-à-dire que même déjà le premier schéma national d'aménagement du territoire, on avait associé l'ensemble des partenaires au niveau local et au niveau national. Les entreprises, la société civile, les associations, les universités, les chercheurs, les ministères, les secteurs concernés, tout le monde a été associé pour l'élaboration de ces schémas. Son actualisation également fait objet de cette concertation. Elle est en cours? Elle est en cours de finalisation. Ce schéma va, comme je l'ai dit, prend en charge les nouvelles donnes sur le plan national et bien sûr le programme de Monsieur le Président de la République et les nouvelles instructions qui ont été données par rapport aux énergies nouvelles, au changement climatique, à la numérisation des territoires, sur le plan économique aussi, de sortir de cette dépendance aux hydrocarbures, de développer l'agriculture du Sud, l'agriculture de montagne, et de développer de la PME-PMI, des gisements miniers, tout ça va être pris en charge par cette actualisation. Et également, comme vous le savez, le premier schéma avait proposé 9 espaces de programmation territoriale, ce qu'on appelle communément les régions, mais ce nouveau schéma, lui, propose 14 espaces. Pourquoi 14 espaces par rapport à 9? 14 espaces? Parce qu'il y a une nouvelle donne, les nouvelles wilayats, les wilayats du Sud, et éventuellement, il y aurait, au lieu que ce soit un découpage horizontal qui s'est fait dans le cadre du premier schéma, 3 nord, 3 espaces au plateau, 3 sur le sud, on aura une nouvelle vision. C'est un découpage qui n'est pas un découpage administratif, je le précise, par rapport à l'ouverture des espaces intérieurs du pays, des hauts plateaux et du tel, sur les wilayas côtières, afin de disposer d'une liaison et vers les ports, vers les aéroports, qui irriguent l'arrière-pays. Alors, Monsieur Medjid Saada, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects. C'est un sujet extrêmement important dans le contexte géopolitique actuel, tant sur le plan politique, économique, social et environnemental. Bien sûr, c'est la création de la richesse au niveau, bien sûr, de nos territoires, la valorisation de nos territoires et aussi l'occupation de ces territoires qui est devenue une question des plus primordiales aujourd'hui. Et c'est des questions aussi de sécurité nationale. Alors, les priorités d'intervention dans le cadre, bien sûr, de ce schéma national d'aménagement du territoire qui est en cours d'actualisation. Monsieur Medjid Saada, notamment pour ce qui concerne les zones frontalières et les zones du Sud.
Parfait. Vous venez de mettre le doigt sur un point très important, c'est le rééquilibrage du territoire. Vous savez que notre territoire est un territoire très vaste, c'est un territoire continent, c'est le plus grand pays d'Afrique, mais néanmoins, c'est sur 4% du territoire vit 64% de la population. La région nord. Les régions nord. C'est ce qu'on appelle la région littorale. Donc, qui est fragile. Est très, très fragile sur les plans écosystèmes où l'ensemble des activités économiques sont localisées. Et par rapport au risque majeur. Absolument, risque majeur. Et en plus, les meilleures terres agricoles se trouvent au nord, donc avec bien sûr les besoins en urbanisation, ce qui se fait par distraction. Mais maintenant, il faudrait rééquilibrer ce territoire. Et le rééquilibrage du territoire passe éventuellement par ce qu'on appelle de l'option au plateau et le développement du sud. Et par rapport au développement du Sud, il y a ces espaces frontaliers. Ces espaces frontaliers qui aujourd'hui sont occupés uniquement par 2,24% de la population et est très important de trouver un développement économique qui puisse déjà fixer la population en place et éventuellement attirer la population du nord des hauts plateaux vers ces espaces par bien sûr une stratégie en matière d'aménagement territoire qui s'appuie essentiellement sur les équipements et services en zone frontalière, création des activités économiques, surtout de la PME-PMI, l'accessibilité et la mobilité en zone frontalière avec le développement des routes et des transports. Et bien sûr, il faudrait penser aussi au développement transfrontalier avec les pays voisins et surtout vers l'Afrique subsaharienne et vers la Tunisie et vers nos frères libyens aussi. Mais c'est l'objectif aujourd'hui par rapport aux zones bien sûr sahariennes, c'est aller vers cette pénétration de l'Afrique comme exigé par le président de la République puisqu'elle demeure aujourd'hui parmi nos priorités. Il l'a dit récemment que nous avons tourné le dos à l'Afrique. Aujourd'hui, on réinverse la tendance. Il faut aller vers l'Afrique et la priorité, c'est les échanges sur le plan économique avec, bien sûr, les pays frontaliers et même au-delà, puisque nous avons les capacités. Nous sommes en train de renforcer nos lignes aériennes et nous sommes aussi à la fois en train de renforcer les lignes maritimes et également il y a, c'est-à-dire cet atout supplémentaire, c'est la transsaharienne. Monsieur Majid Saada. Absolument. Donc, pour ces zones frontalières, une stratégie a été mise en place qui se base sur le développement socio-économique de ces zones, avec l'amélioration des conditions de vie de la population, je l'ai dit, qui ont bénéficié dans le cadre des zones d'ombre d'un grand programme en matière de routes, d'eau, de santé et d'éducation. Le contrôle de ces zones qui sont sensibles aux flux migratoires et bien sûr l'ouverture du territoire dans de bonnes conditions avec les pays voisins. Donc, en priorité, il s'agit de stabiliser ces populations en renforçant le développement socio-économique, création de micro-zones d'activité, accompagnement des jeunes diplômés dans le cadre qui sont porteurs de projets et qui sont porteurs de grandes idées en matière de développement, valorisation des ressources locales par la création de la PME-PMI, des ressources en matière d'agriculture, d'élevage, en matière de gisements miniers, et bien sûr, inscrire ces zones dans les marchés internationaux, avec les marchés, comme vous l'avez dit, un marché africain qui est un marché auquel l'Algérie, avec une ouverture sur l'international, avec l'Afrique subsaharienne, est en cours de développement. Mais le développement de ces régions permettra aussi la stabilisation de la population pour éviter les flux vers les régions, bien sûr, du nord du pays, puisqu'on déplore aujourd'hui que 4% du territoire seulement est occupé par 70% de la population. Absolument. Et que nous sommes le plus grand pays d'Afrique. Absolument. C'est une contradiction. Effectivement. Et le meilleur moyen de fixer la population en place, c'est de créer la richesse. Créer la richesse et améliorer ses conditions de vie. Le droit au développement est devenu aujourd'hui constitutionnellement reconnu pour tous. Absolument. Donc c'est des espaces qui ont subi un flux migratoire très important, que ce soit par la population locale ou la population subsaharienne. Durant les années 90 également, avec les années de terrorisme. Exact. Donc c'est des zones qui ont été déshéritées. Maintenant, le meilleur moyen pour sécuriser ces territoires, bien avec le travail louable des forces de sécurité, il faudrait que la population reste en place. Et pour qu'elle reste en place, il faut améliorer ses conditions de vie et bien sûr créer de l'emploi et de la richesse. Et c'est des zones qui quand même comptent des potentialités très importantes. Au niveau du sud, c'est les potentialités minières, touristiques. Au niveau des hauts plateaux, énergétiques également, pétrole, gaz, énergie solaire, les terres rares. Effectivement, les terres rares. L'or, le diamant. Exact, tous ces produits. Le Soudan, c'est l'or. C'est la ruée vers l'or. Effectivement, maintenant, il faudrait exploiter de manière rationnelle. En plus,
le sud aussi, il y a les ressources en eau qui sont très importantes et des périmètres irrigués peuvent être créés tout en respectant bien sûr ces potentialités hydriques dans le cadre d'une utilisation rationnelle de l'agriculture, des élevages. On a proposé des élevages dans le cadre des élevages camelins, des élevages de l'autruche. Il faudrait maintenant exploiter toutes les richesses et créer de l'emploi et fixer la population en place. Alors, par rapport au niveau des autres régions frontalières, l'Ouest, c'est une préoccupation majeure pour vous aujourd'hui, Monsieur Majid Saada, sachant que nous avons quand même des questions sécuritaires qui sont aujourd'hui soulevées avec, bien sûr, le pays voisin, et nous avons aussi des questions qui relèvent aussi de la sécurité nationale, comme par exemple la drogue qui est en train d'envahir aujourd'hui nos territoires et empoisonner notre jeunesse. C'est aussi une question de priorité, créer des emplois, créer de la richesse, assurer cette dynamique territoriale au niveau de ces régions. Vous savez, lorsqu'on a entamé l'élaboration des études, on a fait la tournée de l'ensemble des communes frontalières où les gens ne demandent que travailler et de rester sur place parce que et avoir toutes les commodités. Avoir toutes les commodités, le minimum de commodités et de les aider sur le plan accompagnement. C'est ce que fait le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, c'est d'aider la population en place à créer cette richesse à travers un accompagnement, à travers les élus locaux et à travers les crédits et l'accompagnement financier. Et également, pour que ces territoires soient attractifs, il faudrait que les autorités locales travaillent dans ce sens. C'est pour ça qu'il y a eu même, je vous le dis, un cycle de formation des élus locaux et des responsables de l'exécutif dans le cadre de la formation par le ministère, dans le cadre de l'attractivité des territoires. Il faudrait qu'ils apprennent maintenant à manager le territoire et à devenir beaucoup plus gestionnaire de ce territoire et non pas administrateur de ce territoire. Mais quand on parle de la richesse, la répartition et le droit au développement au niveau de ces territoires, toutes les questions sont discutées aujourd'hui, on lève tous les tabous. Par exemple, il y a le code des collectivités locales qui est en cours de révision sur instruction du président de la République. Il devrait être annoncé bien sûr prochainement. On en parle depuis quelque temps déjà. Le président a fixé des délais supplémentaires n'excédant pas les 3 mois. Mais vous avez aussi cette question qui est primordiale, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent et la fiscalité locale. Cette fiscalité doit être aussi discutée au niveau de ces territoires. On vous dit, c'est des territoires très vastes, très grands, ils recèlent beaucoup de richesses, mais les communes sont pauvres. Absolument. C'est d'ailleurs, il y a une réflexion qui est menée au niveau du ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire par rapport à la fiscalité locale. Et il faudrait que ce soit une fiscalité différenciée d'un territoire à un autre. Il y a des territoires qui sont plus riches que les autres, et dans le cadre de la mutualité et du partage des richesses, il faudrait que cette fiscalité soit différenciée, créer des fiscalités moins importantes par rapport au développement des zones frontalières, par rapport aux espaces des hauts plateaux. Mais il y a des espaces plus riches où la fiscalité doit être importante. Une réflexion est menée dans ce sens. Alors, une réflexion, c'est la raison pour laquelle vous associez l'ensemble des secteurs sans, bien sûr, exclusion aucune aujourd'hui, Monsieur Saada. Absolument. Vous êtes en discussion avec celui des impôts, c'est-à-dire le ministère des Finances. Absolument, c'est le ministère des Finances. Je vous ai dit que dans le cadre de l'élaboration de ces études, on a associé l'ensemble des ministères et l'ensemble des secteurs et l'ensemble des entreprises et centres de recherche nationaux. Et le ministère des Finances est l'un de nos partenaires privilégiés, le ministère de la Défense, le ministère de l'Agriculture, de l'Hydraulique, le ministère des Travaux publics, l'ensemble des ministères, parce que, comme vous savez, l'aménagement du territoire, c'est beaucoup plus une stratégie globale qui représente l'ensemble des stratégies sectorielles. Et c'est la mise en cohérence des stratégies sectorielles pour en faire une stratégie d'aménagement du territoire. Alors, il faut compter sur ses propres ressources au niveau local aujourd'hui, Monsieur Majid Saada. C'est la raison pour laquelle il va falloir un peu déployer d'autres moyens, c'est-à-dire valoriser d'autres richesses. C'est ce que vous êtes en train de dire pratiquement, Absolument. Monsieur Saada. Absolument, parce que... quand on parle de cette valorisation, qu'est-ce qu'on entend exactement par La valorisation des ressources locales, c'est que tout l'ensemble du territoire national possède des richesses, soit des richesses agricoles, des richesses touristiques, des richesses minières. Il faudrait maintenant les mettre en valeur et les exploiter rationnellement. C'est ce que va révéler cette étude dans le cadre des potentialités locales. Il y a les espaces du Sud, comme je l'ai dit, on possède des richesses extrêmement importantes en matière de gisement, en matière d'agriculture, en matière de tourisme. Les hauts plateaux en matière d'élevage et d'agriculture. Le Nord, bien sûr, avec toutes ses potentialités. Maintenant, il faudrait, on est en train d'établir
des fiches de projet pour chacune de ces espaces et accompagner les porteurs de projets et les orienter vers ces projets-là qui sont créateurs de richesse et d'emplois. Alors cette vision, est-ce qu'elle doit s'étaler sur le temps ou on peut quand même réaliser des premiers objectifs dès maintenant, c'est-à-dire Monsieur Medjid Saada, puisque vous avez déjà les déclarations précédentes qui disaient que la priorité aujourd'hui, c'est d'ériger ces régions en pôle socio-économique par excellence. Absolument. C'est la stratégie d'aménagement du territoire est une stratégie à long terme, c'est sur 20 ans. Mais néanmoins, elle se décline en stratégie à court terme, et moyen terme et à long terme. Il y a des projets qui doivent être élaborés à court terme et des projets à moyen terme et long terme. Mais les pôles d'excellence, c'est de spécialiser nos régions par rapport à leur potentialité et de les accompagner sur le plan de la recherche, sur le plan financier, sur le plan d'innovation et en faire des pôles d'excellence par espace. Alors, développer ces zones frontalières, nous en avons bien sûr une multitude, puisqu'aujourd'hui aussi, du côté de Tindouf, il y a la route qui permet de pénétrer certains pays, comme par exemple aller vers le marché mauritanien. C'est ça aussi, cette valorisation, c'est les routes qui permettent aujourd'hui, les routes et leur interconnexion avec bien sûr l'ensemble du territoire national, puisqu'on envisage aujourd'hui même le chemin de fer jusqu'à l'extrême sud du pays. Vous avez dit tout à l'heure, on a parlé de la mise en œuvre du SNAT. Le SNAT a été mis en œuvre par l'ensemble des secteurs. Mais il n'a pas été appliqué dans un premier temps. Dans un premier temps. On vers le SNAT. Voilà. On l'avait enfoui dans les tiroirs et c'est malheureux. On a perdu pratiquement une quinzaine d'années, même plus. Il se décline également en schéma directeur sectoriel. Parmi ces schémas directeurs sectoriels, le schéma routier autoroutier, qui je dirais que le maillage territorial en matière de route et d'autoroute est un maillage très important. Et la route, c'est un axe de développement. Il y a la route, il y a aussi le ferroviaire. Qui vont développer ces espaces et s'ouvrir sur les espaces subsahariens africains. La route transsaharienne est l'un des axes majoritaires. La ligne ferroviaire Béchar-Tindouf qui va s'ouvrir et va relier la ligne ferroviaire mauritanienne est aussi un axe très important. Et bien sûr, sans oublier l'aéroportuaire. Tout ça font de ces espaces des espaces de développement et accompagnent le développement de ces espaces. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, Monsieur Medjid Saada, que le schéma national d'aménagement du territoire, c'est lui qui dictera à l'avenir toutes les politiques qui seront mises en œuvre pour la valorisation des territoires, parce qu'on a vu qu'il y a eu quand même des erreurs qui ont été commises au niveau de certaines localités, de certaines régions, dans nos villes et nos communes, qu'il ne faut plus récidiver. Par exemple, cette urbanisation qui parfois s'est avérée un peu anarchique. Vous avez totalement raison. Le schéma national d'aménagement du territoire, c'est la vision stratégique nationale à long terme. Rien ne se fera sans consulter à l'avenir le schéma national d'aménagement du territoire. D'ailleurs, c'est dit dans le texte de loi qui approuve le schéma national d'aménagement du territoire que l'ensemble des secteurs et l'ensemble des collectivités locales doivent s'inscrire pleinement dans le schéma national d'aménagement du territoire. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Oui, malheureusement. Mais on essaie de faire de notre possible afin de divulguer et afin de faire connaître ce schéma une fois qu'il sera approuvé et actualisé. Alors, autre question, celle de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, Monsieur Medjid Saada, on envisage et on actualise le schéma national d'aménagement du territoire, mais entre-temps, on a créé de nouvelles wilayas. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire, c'est-à-dire l'inverse, mettre en place l'actualisation du schéma national du territoire et créer à la fois les nouvelles wilayas? Ou alors les nouvelles wilayas ont été créées parce qu'il y avait urgence de la présence de l'État au niveau de toutes ces régions et toutes ces localités? Non, le schéma national d'aménagement du territoire a pris en charge cette politique, a pris en charge aussi la répartition je dirais, de la population au niveau national et éventuellement on donne aussi des perspectives pour la création de nouvelles communes, de nouvelles wilayas. On va créer de nouvelles communes parce qu'on est toujours à la 1541 communes. C'est une vision qui sera décidée par les hautes autorités du pays. Mais nous, on donne les critères de choix au niveau de ce schéma. Alors, autre question, par exemple, celle de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, une question qui est majeure, c'est que nous savons au niveau de certaines localités, ils ne vivent que de l'agriculture, or que l'agriculture n'est pas fiscalisée. Comment trouver de nouvelles sources de richesse ?
pour la jeunesse. Oui, c'est vrai. Maintenant, il faudrait que passer de l'agriculture de production à l'agriculture de transformation. On peut, dans le cadre des espaces agricoles, je dirais, intensifs, il faut penser à créer de l'industrie agroalimentaire. Et c'est une industrie qui crée de la richesse, qui crée de l'emploi et qui crée de la fiscalité. La transformation, c'est important. Notamment, nous sommes dans un contexte aujourd'hui où notre sécurité alimentaire est devenue une question de souveraineté nationale et c'est la priorité des priorités sur laquelle insiste énormément le président de la République et les plus hautes autorités du pays. On voit ce qui se produit ailleurs. On se bagarre pour, bien sûr, avoir une bouteille d'huile. Alors, une autre question de l'auditeur qui est très pertinente, qui vous dit aujourd'hui, une des questions majeures qui revient à chaque fois concernant le schéma national d'aménagement du territoire, pourquoi l'espace marin n'a pas été considéré aussi comme un territoire très important et pourtant, ça fait partie de notre territoire national comme nous l'avons proclamé, la zone économique exclusive. Monsieur Medjid Saada. Effectivement, on prend les territoires sahariens, les hauts plateaux, bien sûr les zones de montagne, mais pas les zones maritimes. Les régions maritimes. Le littoral et les zones maritimes feront objet d'un schéma spécifique qu'on appelle le schéma directeur d'aménagement du littoral. Sur les 1640 km de côte, il y a un schéma qui va être élaboré incessamment et qui va prendre en charge toute cette problématique. Alors, bientôt. Il est à l'étude. Il est en cours de lancement. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, bien sûr, monsieur Medjid Saada, c'est des questions qui sont très importantes aujourd'hui, puisque l'occupation du territoire est devenue aujourd'hui une priorité des priorités. Est-ce qu'on pourrait envisager aujourd'hui, c'est-à-dire de repeupler ces régions avec, bien sûr, le retour de la population au niveau de ces localités? Est-ce que c'est envisagé? Est-ce que vous faites un travail ou une approche nouvelle pour que les gens retournent dans leur territoire ou d'autres personnes puissent aller dans ces territoires? Puisque nous savons que déjà pour la question du service civil avec les médecins, on a des difficultés à les implanter au niveau de ces localités. Vous savez, l'objectif premier de la stratégie nationale d'aménagement du territoire, c'est de repeupler ces territoires. Les territoires des frontaliers, les territoires de montagne, les hauts plateaux, et de faire de ces territoires... Que nous avons désertés malheureusement. Absolument, et de faire de ces territoires des territoires attractifs. Pour faire en faire des territoires attractifs, il faudrait bien sûr le développement socio-économique de ces espaces et c'est ce que prennent et c'est ce que vont l'objet de ces études. Alors l'habitat précaire, une priorité aussi pour son éradication. Monsieur Medjid Saada, c'est ça la volonté, c'est-à-dire droit au développement, c'est être. Absolument. L'habitat, c'est éradiquer également la pauvreté et tous les signes de pauvreté. Effectivement, d'ailleurs, c'était je dirais, l'un des plus importants engagements de M. le Président de la République, c'est 54 engagements, c'est qu'il n'y ait pas d'un Algérien qui vit sous un toit en tôle et chacun a droit à son toit, chacun a droit à son école, chacun a droit à sa route et son énergie. Et le président a décliné bien sûr la vision de cette nouvelle Algérie récemment lors de son entrevue avec la presse, c'est-à-dire droit au développement, éradiquer et bien sûr les signes de pauvreté, puisque parmi ses priorités c'était les zones d'ombre et leur développement, et c'était la première conférence qu'il avait organisée en associant bien sûr les différents walis et les différents départements ministères, c'est-à-dire tout le gouvernement. Alors vous avez dit aujourd'hui 70% de la population occupe 4% du territoire. C'est une menace aussi, monsieur Absolument. À tout point de vue. À tout point de vue. En plus, si on ne fait pas de l'option au plateau et développement du Sud, de ces espaces sensibles, des territoires attractifs, ce pourcentage va augmenter. Il est à 64% actuellement, il va passer à 70%. Et en plus, il y a un autre pourcentage qui est important, qui est effarant, c'est on y va vers l'urbanisation de la population. 80% de la population va vivre dans des villes. Donc la campagne était désertée. Mais avec cette stratégie d'aménagement du territoire et des programmes de M. le Président de la République, il y a un retour vers l'occupation de ces espaces, bien sûr avec l'accompagnement et le développement de l'agriculture, l'habitat rural et tous les programmes qui sont faits dans ce sens. Et il faut aussi être ambitieux parce que maintenant nous avons aussi les nouvelles technologies qui pourraient être d'un grand apport. Alors délocaliser les structures de l'État à tous les niveaux. Oui, c'est important. Voilà, les abriter aussi dans les nouvelles villes que nous sommes en train de construire aujourd'hui. Le ministère de l'Intérieur pourrait aller ailleurs qu'au niveau de la chefferie du gouvernement. Effectivement, c'est l'une des principales réflexions qui sont menées dans le cadre de la déconcentration et de la décentralisation. Et c'est là d'ailleurs, le Sénat actualisé, on fait une nouvelle ligne directrice, c'est la gouvernance territoriale qui se base essentiellement sur la déconcentration et la décentralisation des activités.
Mais que comprend cette gouvernance territoriale aujourd'hui quand on sait aussi que le ministre de l'Intérieur actuel est à cheval sur la nécessité de répondre rapidement aux doléances de la population, puisqu'il a donné récemment toutes les actions qui ont été engagées en termes de numérisation. Et c'est vrai que c'est un des premiers secteurs qui a connu la numérisation, avec celui, bien sûr, de la sécurité sociale. Pour revenir à l'histoire, Monsieur Medjid Saada, quand on avait parlé du premier passeport numérique, ça avait soulevé un tollé. Et j'étais présente. Absolument. Donc, et vous étiez présent aussi. Oui, exactement, également. La gouvernance territoriale se base essentiellement sur la gestion des territoires par ses occupés. Et bien sûr, les collectivités locales ont un rôle important à jouer dans cette gouvernance, en association avec la population locale. C'est très important. Aucun projet n'est viable s'il n'est pas validé et accepté par la population locale. Et la numérisation, comme vous l'avez dit, joue un rôle très important dans cette déconcentration, de cette délocalisation. Alors, vous avez une question de l'auditeur qui connaît bien aussi le SNAT, le schéma national d'aménagement du territoire. 2010, on prévoyait notamment la réalisation d'un port en eau profonde. Qu'en est-il du port de Chelchel aujourd'hui, Monsieur Medjid Saada, même si ça relève un peu du secteur des transports? Oui, c'est un projet, très important, ambitieux, du fait que le port de Chelchel est un port en eau profonde, pour désengorger le port d'Alger et en faire de ce port de Chelchel qui sera relié à l'autoroute Est-Ouest et elle sera reliée également à l'ARN 1, à un port de débarquement et qui fera objet aussi afin d'irriguer non pas uniquement le territoire national mais l'ensemble de l'Afrique. Alors, qu'en est-il aujourd'hui de cette nouvelle gouvernance territoriale? Nous sommes dans une nouvelle approche, une nouvelle vision. On l'adapte au contexte actuel, Monsieur Medjid Saada. C'est impératif et important. C'est impératif. C'est-à-dire on tient compte de tous les aspects politiques, économiques, sociaux et aussi environnementaux. Effectivement, parce que le territoire doit être gouverné, comme je l'ai dit, par l'ensemble des acteurs qui en font partie de ces territoires. L'association associée à la société civile, les élus locaux, les universitaires, les chercheurs, tout ça font un ensemble cohérent au sein des mêmes territoires et qui doivent décider de l'avenir de leur territoire. Alors, la migration clandestine, autre question de l'auditeur, sans vouloir bien sûr stigmatiser les migrants, tous les pays luttent aujourd'hui contre la migration clandestine puisqu'elle est illégale, c'est un acte illégal. Est-ce qu'elle représente aussi par moment une question de menace ou de sécurité nationale, Monsieur Medjid Saada, puisqu'on a le ministère de la Santé, il a aussi lancé l'alerte sur la possibilité qu'il y ait introduction dans notre pays de certaines maladies, comme par exemple la tuberculose qui circule parmi la population migrante, sans vouloir stigmatiser. Je le rappelle et je le dis. C'est des questions qu'on soulève. C'est vrai que l'immigration clandestine pose des problèmes de santé, nombreux problèmes même sur le plan économique. C'est pour ça que dans le cadre de l'actualisation du Sénat, on avait proposé une nouvelle métropole, en plus des 4 métropoles, Alger, Constantine, Annaba et Oran, que Tamaracet devienne une grande métropole africaine avec un hôpital africain afin d'éradiquer ces fléaux et toutes ces maladies qui viennent de l'Afrique. Et nous avons un système de santé très généreux, on vaccine même toutes les populations sans distinction aucune. Et c'est ça la vision de l'Algérie. Alors, le territoire existe, mais l'attraction et l'attractivité, non. C'est la question de l'auditeur et le commentaire de l'auditeur. L'attractivité, elle se construit. Les territoires sur Mais comment la construire aujourd'hui? Est-ce qu'on doit partir de zéro ou il y a quand même des potentialités existantes, Monsieur Medjid Saada, puisque certains métiers, dans certaines localités, ils ont totalement été abandonnés et les jeunes de ces localités migrent vers d'autres régions, comme par exemple le Nord et même vers l'Occident. Vous savez, les facteurs les plus importants pour l'attractivité d'un territoire sont les infrastructures. Et les infrastructures existent, routes, autoroutes, rails, chemins de fer, aéroports. Puisqu'on a réalisé aussi le grand transfert à Salah Tamanrasset, de l'énergie. Sur 700 km. De l'énergie, de l'eau. Donc, c'est les éléments principaux d'une attractivité des territoires. Maintenant, reste à que les investisseurs accompagnent ces infrastructures et viennent il faudrait que les autorités locales démarchent un petit peu les investisseurs. Il faut qu'ils aillent vers eux. Parce qu'eux, ils attendent qu'ils viennent vers eux. Du marketing territorial. Mais eux, ils attendent qu'ils viennent vers eux alors qu'on pourrait faire les choses à l'inverse. Oui. Aller vers les investisseurs. Aller vers les investisseurs, ouvrir des pages web, faire de la publicité par rapport à son territoire. Faire du marketing. Du marketing territorial, voilà.
Et Monsieur Majid Saad, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt. Merci également. À demain. Merci, Au revoir. merci de m'avoir invité.